Les étudiants sont malheureux. Selon une étude CSA pour la mutuelle LMDE parue hier, 70% expriment un mal-être. Un tiers aurait même des idées suicidaires. On en parle avec notre invité d'Actu, Serge Effès. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes psychiatre au service de thérapie familiale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. D'abord, est-ce que ces chiffres vous étonnent ? Pas du tout, parce que c'est ce que je constate tous les jours dans ma pratique. C'est ce qu'on constate depuis 3 ans, depuis le confinement. Le premier confinement, on a vu que ça a été un coup sur la tête pour nous tous, mais particulièrement pour les étudiants à ce moment de leur vie, et qu'ils ont du mal à s'en remettre. Et qu'effectivement, on est dans le post-traumatique à l'heure actuelle. Quand on parle de mal-être, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie tous ces états depuis une petite anxiété habituelle ou une petite angoisse par rapport à l'avenir, jusqu'à des signes beaucoup plus graves qui sont des vrais signes de dépression, où on ne peut plus rien faire, on ne peut plus se lever le matin, on passe sa vie devant les écrans, on n'a plus aucun désir, plus aucune énergie, et parfois ça va même encore plus loin, c'est-à-dire avec des crises suicidaires ou des crises d'angoisse tellement massives qu'on ne peut plus sortir de sa chambre. Vous le disiez, beaucoup de psychiatres avaient alerté au moment du premier confinement, donc sur une, je ne sais pas si on peut parler d'épidémie, ou une vague en tout cas psychiatrique. Et vous nous dites qu'aujourd'hui c'est bien ça, c'est-à-dire que les jeunes vivent les conséquences de cette période-là. Oui, tout à fait. Bon, il y en a un certain nombre qui se sont remis heureusement et qui ont rebondi, mais il y en a beaucoup pour qui c'est beaucoup plus difficile, parce que vous savez, cette vague de confinement, elle n'était pas dans le logiciel de ces jeunes. C'était au moment où ils commencent à quitter leur famille, commencent à s'engager dans l'avenir, ils commencent à se mettre en couple. Enfin, il y a toute cette vie, toute cette séparation qui se fait avec leur vie antérieure. Et au moment de faire cette séparation, bing, ils se sont retrouvés enfermés, parfois avec leur famille, leur plus possibilité d'avoir de vie de couple, de voir les copains, de faire du sport. Donc, si vous voulez, même si ça n'a pas duré une éternité, ça a été pour eux comme un choc où ils ont tout remis en question sur qu'est-ce qu'allait être leur avenir, qu'est-ce qui était important dans la vie, qu'est-ce qu'allait être leur investissement. Et aujourd'hui, ils en sont un peu là. Et à cela s'ajoutent les difficultés financières, une inquiétude écologique, et on aura l'occasion d'en reparler. Vous nous disiez que ce mal-être, vous le constatez tous les jours dans votre pratique. Oui. Quelle est la situation dans votre service ? Ça veut dire plus de passages aux urgences, des séjours, des jeunes à qui il faut donner des médicaments ? Oui, dans le service où je travaille, qui est un service spécialisé sur l'adolescence, il est clair que les demandes ont explosé, que les passages aux urgences sont beaucoup plus fréquents, qu'on est obligé de donner plus de médicaments, antidépresseurs et anxiolytiques, ce qu'on n'adore pas faire a priori chez des jeunes, mais il n'y a pas d'autre solution, qu'il y a des demandes d'hospitalisation qui ne peuvent pas être honorées parce que, par exemple, dans le service où je travaille, 5 lits sont fermés par faute de personnel. Les lits existent, mais il n'y a pas de personnel pour s'en occuper. Il n'y a pas aujourd'hui assez de monde dans les hôpitaux, en ville, dans les universités pour soigner ces jeunes ? Oui, il n'y a pas suffisamment de monde nulle part. Alors c'est vrai qu'il y a eu quelques dispositifs pour tenter d'un petit peu d'alléger, notamment les consultations de psychothérapie en ville. Mais en fait, sur le terrain, on voit que c'est assez lourd à organiser et que c'est très loin d'être suffisant. Donc si vous voulez, tout ça demande une refonte de tout le système de santé mentale, mais on le constate partout en Europe et dans le monde. C'est-à-dire qu'on se rend compte que la santé mentale devient le problème numéro 1 des années à venir. Elle n'a pas été assez prise en compte. Claire Hédon, la défenseure des droits, a lancé une alerte sur la santé mentale des jeunes. Elle demandait même un plan d'urgence. Elle était sur ce plateau. Elle racontait par exemple que les jeunes sont pris en charge dans des services de psychiatrie d'adultes. Oui. Ça aussi, vous le constatez ? Oui, on a des jeunes qui n'ont même pas 18 ans, qui ont 17 ans, qui se retrouvent effectivement à l'hôpital, faute de service, à l'hôpital psychiatrique, avec quand même des grands malades psychiatriques, et c'est pas facile à supporter au quotidien. C'est une ambiance qui est quand même parfois très violente, très dure, et finalement ça accroît le malaise de ces jeunes au lieu de les aider. 70% des étudiants sont optimistes pour leur avenir professionnel, mais 80% professionnel et personnel, mais 80% sont pessimistes quant à l'avenir de la société française au changement climatique. Tout à fait. Et ça, c'est une angoisse sur laquelle finalement ils n'ont pas ou peu de prise. Est-ce que ça veut dire que c'est plus difficile à traiter ? Absolument. Parce que si vous voulez, pour eux-mêmes, et moi j'aime beaucoup ce chiffre de 70% qui ont quand même confiance en eux, qui ont confiance dans leurs capacités, qui ont confiance dans leur possibilité de faire des choses, mais ils se trouvent dans un monde de plus en plus exsangue où ils se demandent où est-ce qu'ils vont pouvoir exercer leur envie, leur talent, leur dynamisme pour transformer les choses. J'ai été très sensible, même si c'est une toute petite histoire, à ces étudiants des grandes écoles, vous savez, récemment, qui ont dit... Qui se mobilisent et qui ont dit, mais nous, on ne veut pas prendre des boulots très bien payés dans des entreprises qui polluent la planète ou qui la détruisent. On préfère gagner beaucoup moins d'argent, mais s'engager pour l'avenir. Et beaucoup de jeunes en sont là. Ceux qui ne sont pas trop assommés, disons, par la dépression, se demandent aujourd'hui qu'est-ce qu'à leur niveau, ils vont pouvoir faire pour l'avenir.
non pas des grandes utopies politiques comme on avait du temps de ma jeunesse, mais aujourd'hui, de façon beaucoup plus minuscule. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire au quotidien pour que les choses aillent mieux? Mais donc ça veut dire peut-être que ces étudiants malheureux ne seront pas forcément des adultes malheureux. Ils pourront en faire quelque chose. Tout à fait, et on peut l'espérer. On peut espérer qu'ils prennent les choses en main, et encore une fois, ils le font. Vous savez, on parle beaucoup d'éco-anxiété, qui est un mot que je n'aime pas beaucoup, parce que c'est comme si finalement on transformait l'angoisse pour le futur, qui me paraît tout à fait normale et saine, en maladie. Donc enfin bon, c'est le sens du mot anxiété. Donc c'est normal qu'aujourd'hui on se sente oppressé par c'est tout à fait normal. J'avais l'autre jour une maman au téléphone qui m'appelait et qui disait « mais aidez mon fils, il est malade, il est éco-anxieux ». Et donc, moi, ce que j'ai envie de dire à ces jeunes, je leur donne souvent l'exemple, vous savez, de Greta Thunberg, qui est une jeune fille à la personnalité particulière, qui était sur son canapé et qui a pleuré pendant 6 mois en regardant la banquise fondre et les ours polaires sur la banquise. Puis un jour, elle s'est réveillée et elle a tout à coup mobilisé le monde. Je trouve que cet exemple est merveilleux, c'est-à-dire, et c'est quelque chose que je donne beaucoup aux jeunes, je dis, la seule force que vous avez, c'est la mobilisation et c'est le lien. C'est le lien avec les autres. Vous êtes à un âge où vous devez faire des choses ensemble. Si vous êtes tout seul face à l'avenir de la planète, vous êtes perdu, vous êtes désespéré. Si vous commencez à vous relier aux autres et à faire des petites actions collectives, ça va déjà commencer à aller mieux. Il y a peut-être des parents qui nous regardent ce matin et qui reconnaissent leur enfant à travers ce sondage. Vous évoquez cette maman qui vous appelait en disant « aidez mon fils ». Qu'est-ce que vous leur conseillez aux parents ? Je leur conseille justement d'aider les jeunes à cette mobilisation. C'est-à-dire, évidemment, s'ils ont besoin d'être soignés, il faut les soigner, il faut trouver l'endroit, mais surtout de stimuler les attaches collectives, les liens collectifs, de les aider peut-être à trouver des associations qui luttent pour l'avenir de la planète ou qui aident les autres dans leur quartier, ceux qui sont plus démunis. Il n'y a rien de mieux que aider l'autre et le lien social pour sortir de cette dépression. Ce qui est difficile, c'est que la moitié des étudiants le disent eux-mêmes, ils ne parlent pas, et 40% ont renoncé aussi aux soins pour des raisons économiques. Est-ce qu'il y a, c'est la dernière question, des signes qui peuvent alerter l'entourage pour aider ces jeunes ? Un jeune qui s'enferme dans sa chambre, un jeune qui n'a plus de copains, un jeune qui ne parle plus, qui passe sa vie devant les écrans, un jeune qui pleure le matin, etc. Tout ça, c'est des signes. Mais au-delà, peut-être le dernier point qui me paraît important, c'est qu'au-delà de l'aide professionnelle que des psys peuvent apporter, il y a de plus en plus de ce qu'on appelle les peer groups, c'est-à-dire des groupes d'étudiants qui se regroupent, et de jeunes à jeunes. Oui. Et là, c'est l'entraide collective, et ça, c'est formidable. Merci beaucoup, Serge Effès, d'avoir été avec nous ce matin.